Jean-Paul Belmondo, né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine et décédé le 6 septembre 2021 à Paris, était l'une des plus grandes icônes du cinéma français. Surnommé Bébel par ses fans, il incarnait le français à l'écran par son charme, sa force et une pointe de rébellion. De son rôle révélateur dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard, 1960, à des films d'action à succès comme Le Professionnel, 1981, Belmondo a attiré près de 160 millions de téléspectateurs au cours d'une carrière de plus de 5 décennies. Fils du célèbre sculpteur Paul Belmondo et marié à Élodie Constantin et Nathy Tardivelle, il a laissé un héritage non seulement par son art, mais aussi par sa vie personnelle tumultueuse. Derrière les projecteurs, cependant, Belmondo porte en lui de profondes tristesses, des secrets déchirants et des moments qui le font pleurer. Sa vie est une histoire de talent, de persévérance et de pertes irréparables. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Paul Belmondo ne résidait pas dans ses échecs professionnels ni dans la dénonciation publique, mais dans la perte de sa fille aînée, Patricia Belmondo, dans un terrible incendie en 1993. Patricia, née en 1953 de son premier mariage avec Élodie Constantin, était la fierté et l'amour de Belmondo. C'était une femme intelligente et indépendante qui travaillait dans les médias et se tenait à l'écart des projecteurs de son père. L'incendie s'est déclaré dans son appartement parisien lorsqu'un incendie soudain s'est déclaré et l'a emporté à l'âge de 40 ans. Belmondo a appris la mauvaise nouvelle au sommet de sa carrière et la douleur l'a presque brisé. Il a confié dans une rare interview avoir pleuré chaque nuit pendant des mois, se sentant impuissant de ne pas pouvoir protéger sa fille. « J'ai joué des héros au cinéma, mais dans la vraie vie, je n'ai pas pu sauver la personne que j'aimais le plus », a-t-il déclaré d'une voix étranglée. La mort de Patricia a laissé un vide incompressible dans son cœur, une obsession qui l'a perduré toute sa vie. Chaque fois que Belmondo évoquait sa fille, il se taisait souvent, le regard empli d'une profonde tristesse, comme si le temps ne pouvait guérir la blessure. Cette tristesse était également amplifiée par la culpabilité de Belmondo. Star très occupé, il était souvent absent de chez lui pendant les années de formation de Patricia, et il se reprochait de ne pas passer assez de temps avec elle. Bien que Patricia ait toujours compris et aimé son père, Belmondo avait le sentiment d'avoir manqué de nombreux moments importants de la vie de sa fille. Il s'est un jour rendu sur les lieux de l'incendie, se tenant silencieux devant les ruines, les larmes aux yeux, imaginant ce qui aurait pu être différent s'il avait été là. La douleur de perdre un enfant n'était pas seulement un événement, mais une part indissociable de sa vie, affectant sa vision de la famille, de l'amour et, plus tard, de sa carrière. Elle l'a également rendu plus renfermé, moins ouvert sur sa vie personnelle et toujours soucieux de protéger ses enfants restants des aléas de la vie. La carrière de Jean-Paul Belmondo fut un long parcours, semé d'embûches, de succès éclatants mêlés à des échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer plus d'une fois, tant la passion et la pression l'ont marqué. Issu d'une famille d'artistes, son père étant le sculpteur Paul Belmondo et sa mère la peintre Madeleine Reynaud-Richard, il grandit dans un environnement créatif, mais aussi marqué par des difficultés financières. Adolescent, Belmondo ne s'intéressait pas aux études et fut renvoyé de nombreuses écoles prestigieuses comme l'école alsacienne et le lycée Louis-le-Grand. Passionné de sport, notamment de boxe, il connut une carrière courte mais invaincue, avec 3 victoires par KO de 1949 à 1950. Cependant, il abandonna rapidement la boxe lorsqu'il remarqua que son visage commençait à changer dans le miroir et se tourna vers le métier d'acteur. Belmondo débuta sa carrière d'acteur dans des théâtres de province, jouant dans des pièces de Jean Anouilh et Georges Neveu. En 1952, il entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, mais ses professeurs le sous-estiment, jugeant son visage rude et son style rebelle inadapté au premier rôle. Lors de son examen de fin d'études en 1956, il suscite la controverse en interprétant une scène humoristique se moquant de l'école,
ce qui ne lui vaut qu'un prix de consolation, malgré les acclamations du public. Son doigt d'honneur au jury entre dans la légende, témoignant de son indomptable détermination. Cette période de mépris au conservatoire fait pleurer Belmondo de frustration, mais le pousse aussi à prouver sa valeur. Le tournant de Belmondo se produit en 1960, lorsqu'il interprète Michel Poicart dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Ce film, chef-d'œuvre de la Nouvelle Vague, fait de lui une star internationale du jour au lendemain. Avec son attitude irrévérencieuse et charmante et son jeu naturel, Belmondo devint une icône de la rébellion juvénile, attirant des comparaisons avec James Dean et Marlon Brando. À bout de souffle fut non seulement un succès artistique, mais aussi un immense succès public, ouvrant un nouveau chapitre de sa carrière. Cependant, ce rôle mit également Belmondo sous pression, luttant pour éviter d'être catalogué comme un jeune anti-héros. Il pleura après plusieurs prises, non pas par fatigue, mais parce qu'il avait l'impression de mettre toute son âme dans le rôle, tout en craignant de ne pas satisfaire Godard et le public. Dans les années 1960, Belmondo fit preuve de polyvalence en incarnant un prêtre séduisant dans Léon Morin, 1961, de Jean-Pierre Melville, et Deux femmes, 1961, aux côtés de Sophia Loren, pour lequel elle remporta un Oscar. Il continua de collaborer avec des réalisateurs majeurs tels que François Truffaut, La sirène du Mississippi, 1969, et Claude Chabrol, à double tour, 1959. Cependant, au milieu des années 1960, il se tourna vers le cinéma commercial avec des films d'action et des comédies comme L'homme de Rio, 1964, et Le cerveau, 1969. Ces films, bien que critiqués par certains critiques pour leur manque de profondeur, furent des succès au box-office, faisant de Belmondo l'une des stars françaises les plus rentables, aux côtés de Louis de Funès et Alain Delon. Il réalisa lui-même nombre de ses cascades, de la tyrolienne en hélicoptère au saut depuis de hauts immeubles, ce qui non seulement consolida son image de héros de films d'action, mais faillit aussi lui coûter la vie à plusieurs reprises. Après un grave accident sur le tournage de Hold Up, 1985, il cessa de faire des cascades, mais regretta toujours ses années à l'écran. Malgré son immense succès, Belmondo connut également de nombreux échecs. La sirène du Mississippi, 1969, de Truffaut, fut mal accueillie par le public, ce qui le poussa à s'interroger sur ses choix de rôle. Dans les années 1980, certains films, comme Le Solitaire, 1987, furent des échecs cuisants, le plongeant dans une crise, avec le sentiment d'avoir perdu le contact avec le public. Il pleura un jour, seul dans sa voiture, après la première du Solitaire, se demandant s'il avait encore sa place dans le cinéma. Cependant, Belmondo rebondit avec Itinéraire d'un enfant gâté, 1988, de Claude Lelouch, qui lui valut le César du meilleur acteur. Il refusa cependant le prix, le sculpteur César Baldaccini ayant critiqué l'œuvre de son père. Ce geste de loyauté envers sa famille le fit aussi pleurer, tiraillé entre fierté et pression publique. Plus tard, après un accident vasculaire cérébral en 2001, Belmondo reprit son rôle touchant dans Un homme et son chien, 2008, malgré sa santé fragile. Sa carrière, qui compte plus de 80 films et de nombreux rôles au théâtre, témoigne de son talent et de son dévouement sans faille. Ses larmes ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de la passion dévorante, des nuits blanches passées à préparer son rôle, et de la fierté qu'il éprouvait à voir le public se lever et l'applaudir. L'une des fins les plus tristes de la vie de Jean-Paul Belmondo fut un grave accident vasculaire cérébral en 2001, qui le laissa quasiment incapable de parler ni de marcher pendant plusieurs années. À 68 ans, toujours passionné par le théâtre et l'art dramatique, Belmondo fut soudainement privé de la santé qui avait marqué sa carrière grâce à ses cascades audacieuses et à son dynamisme. L'accident survint alors qu'il était en vacances en Corse et il fut hospitalisé d'urgence dans un état critique. Les médecins le prévinrent qu'il pourrait ne jamais se rétablir complètement, et ces mois d'alitement furent les plus sombres de sa vie. Belmondo,
qui s'était autrefois enorgueilli de son extraordinaire force physique, se retrouva confronté à l'incapacité de son corps. Il confia un jour à son fils Paul qu'il pleurait en se regardant dans le miroir, ne reconnaissant pas l'homme frêle qui le regardait. La convalescence de Belmondo fut un combat douloureux. Il dut réapprendre à parler, à marcher et même à tenir une cuillère. Les longues séances de kinésithérapie, la douleur physique et la frustration de la lenteur des progrès l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Malgré le soutien de sa famille et de ses amis, Belmondo se sentait seul dans ce combat, comme s'il avait perdu une partie de lui-même. « Je ne veux être un fardeau pour personne », avait-il un jour confié à Nathy Tardivell, sa femme de l'époque. Sa persévérance a finalement payé, puisqu'il a progressivement retrouvé la capacité de parler et de bouger sans jamais être tout à fait le même. Son rôle dans Un homme et son chien, 2008, a été un triomphe spirituel, mais aussi son adieu au cinéma, car sa santé ne lui permettait plus de continuer. Cette fin, bien que non mortelle, a été une grande perte pour un homme qui avait vécu sa vie pour son art. La vie amoureuse et les mariages de Jean-Paul Belmondo ont été une succession de passy,